Au cœur des Rocheuses du Nord se trouve l'un des sanctuaires fauniques les plus magnifiques de la planète. C'est un pays où la survie se gagne par la ruse, la force et l'adaptation. Chaque saison apporte son lot d'épreuves, de récompenses et de survivants remarquables. Les glaciers qui ont donné son nom à cet endroit sont comme d'anciens chronométreurs. Ils ne mesurent pas le temps en heures ou en jours, mais en décennies et en siècles, fondant lentement et modifiant le paysage au fil des ans. Pourtant, le rythme qu'ils imposent imprègne chaque être vivant. Alors que l'emprise de fer de l'hiver cède la place à la touche hésitante du printemps, alors que la chaleur de l'été réveille les vallées cachées et que le froid de l'automne envoie des signaux d'avertissement à travers la forêt et les prairies, nous sommes témoins de l'une des vérités les plus profondes de la nature. La survie ne consiste pas seulement à endurer des conditions difficiles, mais à s'épanouir dans ces conditions, à trouver des opportunités dans l'adversité et à découvrir que les plus grands défis produisent souvent les adaptations les plus extraordinaires. Bienvenue au Parc national des glaciers, où chaque saison raconte une histoire de survie, d'adaptation et de danse sans fin entre prédateurs et proies sur l'une des scènes les plus époustouflantes du monde. Lorsque les températures chutent à 40 degrés sous zéro, et que la neige s'accumule en congères mesurant 6 mètres de profondeur, ce paysage devient une arène où seuls les êtres extrêmement adaptés peuvent survivre. Les sources de nourriture disparaissent sous la neige impénétrable, obligeant les animaux à compter sur des réserves cachées, sur la graisse corporelle stockée ou sur des stratégies de chasse de plus en plus désespérées. Les confrontations qui se déroulent ici sont façonnées par la pénurie et le désespoir. C'est dans ce cadre rude mais magnifique que nos premiers survivants de l'hiver révèlent leurs remarquables adaptations. Se déplaçant dans ce paysage gelé avec la grâce fluide d'une créature parfaitement adaptée à ces conditions, le puma apparaît comme le prédateur le plus efficace de l'hiver. Contrairement aux ours qui s'abandonnent au sommeil ou aux loups qui doivent chasser en meute coordonnée, le puma affronte l'hiver en chasseur solitaire, comptant sur sa furtivité, sa patience et sa puissance explosive pour s'assurer des repas qui pourraient le nourrir pendant des jours. Une ombre se déplace sur la pente enneigée, si fluide et déterminée qu'elle paraît presque surnaturelle. Le puma marque une pause, ses yeux dorés scrutant la vallée en contrebas où un petit troupeau de cerfs de Virginie broute nerveusement les touffes d'herbes nues balayées par le vent. La puma femelle chasse sur ce territoire depuis des jours, sans succès. Son dernier repas substantiel la nourrit pendant près d'une semaine, mais les exigences métaboliques de l'hiver sont incessantes. Contrairement à ces chasses estivales, où les proies sont abondantes et les occasions de chasse fréquentes, l'hiver la contraint à une approche plus calculée et patiente. Elle ne peut se permettre d'échecs. Chaque échec épuise de précieuses réserves d'énergie, parfois impossibles à reconstituer. Le vent tourne, emportant son odeur loin des cerfs en contrebas. C'est le moment qu'elle attendait. Les pumas sont des prédateurs embusqués, capables d'une accélération explosive, parcourant 12 mètres d'un seul bond. Mais leur succès dépend entièrement de leur capacité à se maintenir à portée de frappe sans se faire repérer. La chasse hivernale exige des stratégies différentes de la traque estivale. Les cerfs ci-dessous sont plus alertes, leur instinct de survie étant aiguisé par des mois de menaces constantes. Ils se positionnent en fonction des voies de fuite, ne se nourrissant jamais dans des zones où l'épaisseur de neige pourrait entraver leur fuite. Le puma doit tenir compte de ces changements de comportement, s'approchant sous des angles qui coupent les voies de retraite tout en restant invisible sur le fond monochrome. À 20 mètres de sa cible, elle se fige. Un jeune mâle a levé la tête, les narines dilatées, tâtant l'air. Pendant 30 secondes, prédateur et proie restent immobiles, pris dans un jeu mortel de perception et de dissimulation.
La survie du mâle dépend de sa capacité à détecter le danger avant qu'il ne frappe. Celle du puma dépend de sa capacité à rester inaperçu jusqu'au moment critique où la détection devient inutile. Le mâle baisse la tête pour se nourrir, et la mort s'avance à nouveau. Le puma s'approche de lui en utilisant chaque abri disponible. Un tronc d'arbre abattu, un bosquet de conifères enneigés, une légère dépression du terrain. Sa respiration devient à peine perceptible, son rythme cardiaque contrôlé par des millénaires d'évolution. Elle n'est plus seulement une prédatrice. Elle est devenue l'incarnation même de l'hiver, silencieuse et inévitable. À 8 mètres, elle se reprend pour le saut fatal. Ses pattes arrière se compriment comme des ressorts, ses griffes s'étendant pour agripper le sol gelé sous la neige. Le cerf, percevant peut-être un changement primordial dans l'atmosphère, commence à relever la tête, mais la physique a déjà pris le dessus. Le puma s'élance dans les airs, parcourant la distance en moins de 2 secondes. Sa trajectoire calculée avec la précision d'un missile guidé. L'impact projette les 2 animaux dans la neige, le bêlement effrayé du cerf étant interrompu par de puissantes mâchoires qui lui serrent le cou avec une force écrasante. La morsure mortelle du puma n'est ni une entaille ni une déchirure, mais un coup précis qui sectionne la moelle épinière ou écrase la trachée, lui assurant une mort rapide préservant la qualité de la viande dont elle a désespérément besoin. Ses puissants membres antérieurs s'enroulent autour de sa proie, ses griffes s'enfonçant profondément dans la peau et les muscles, empêchant toute fuite. En quelques instants, la lutte est terminée. Le puma surgit de la neige, son pelage doré désormais saupoudré de blanc, son souffle fumant dans l'air glacial tandis qu'il scrute les environs à la recherche de concurrents potentiels. Les carcajous, en particulier, représentent une menace sérieuse pour les proies cachées. Leur nature intrépide et leur force incroyable les rendent capables de chasser même les pumas de leur proie. Elle commence le laborieux processus de traînage de sa proie vers un endroit plus sûr. Les pumas sont capables de déplacer des proies pesant plusieurs fois leur poids sur des distances considérables. La musculature de leurs épaules et de leur cou a été spécialement conçue à cet effet. Elle choisit un emplacement sous un dense bosquet de sapins où la canopée a emprisonné d'épaisses couches de neige, créant ainsi un réfrigérateur naturel qui conservera son repas jusqu'à 2 semaines. Le processus d'alimentation est méthodique et efficace. Les pumas consomment leur proie selon un schéma précis, commençant par les organes riches en nutriments avant de s'attaquer systématiquement aux tissus musculaires. Ils sont capables d'ingérer jusqu'à 5 kg de viande en une seule séance de repas, leur estomac extensible leur permettant de tirer profit des chasses fructueuses en consommant le plus possible avant l'arrivée des concurrents. Après s'être nourries, elles recouvrent soigneusement la carcasse restante de neige, de branches et de débris, créant ainsi une cache qu'elle défendra et où elle retournera les jours suivants. Ce comportement, unique chez les félins d'Amérique du Nord, permet aux pumas de maximiser les bénéfices de chaque chasse réussie pendant les mois de vaches maigres de l'hiver. La cache deviendra le centre de son territoire pour la semaine suivante, une ressource qu'elle protégera jalousement contre tous les attaquants. À l'approche du soir, et alors que les températures commencent à chuter vers -20, le puma s'installe dans une légère dépression qu'il a creusée dans la neige près de sa proie. Son épais pelage d'hiver, presque 2 fois plus dense qu'en été, lui offre une isolation équivalente à celle des meilleurs vêtements arctiques. Ses poils de garde, plus longs, évacuent l'humidité et la neige, tandis que son sous-poil dense retient l'air chaud près de sa peau. Son succès d'aujourd'hui lui assure une survie pour une semaine supplémentaire, mais l'hiver dans le parc national des glaciers est loin d'être terminé. Bientôt, le défi de capturer une nouvelle proie la ramènera à la chasse sans fin qui caractérise l'existence hivernale de l'un des plus magnifiques prédateurs d'Amérique du Nord. Alors que le puma s'est installé dans son territoire temporaire autour de sa proie fraîchement abattue, le printemps arrive dans le parc national des glaciers, non pas comme une transition en douceur, mais comme une révolution. Les premiers vents chauds du Pacifique apportent plus qu'un simple soulagement de l'hiver. Ils promettent une transformation si complète que le paysage devient presque méconnaissable par rapport à son incarnation hivernale. C'est une saison de contrastes saisissants et de changements constants. Alors que le fond des vallées commence à montrer des taches de terre brune pour la première fois depuis des mois, les hauts sommets restent prisonniers de l'hiver, leurs versants enneigés rappelant que la victoire de la saison n'est ni complète ni définitive. L'eau domine le paysage printanier d'une manière qui transforme les stratégies de survie les plus élémentaires. Des ruisseaux,
gelé quelques semaines plus tôt, se déchaînent désormais sous l'effet de la fonte des neiges, charriant les précipitations accumulées par des chaînes de montagnes entières vers des océans lointains. Ces torrents creusent de nouveaux chenaux, inondent des territoires établis et créent des barrières qui obligent les animaux à adapter leurs déplacements. C'est dans ce contexte de changement et de renouvellement rapide que les communautés animales du printemps émergent des défis de l'hiver, chaque espèce étant confrontée à des opportunités et des obstacles uniques dans sa transition de la survie à la reproduction. Parmi les transformations printanières les plus spectaculaires figure l'émergence de l'un des prédateurs les plus puissants d'Amérique du Nord, sorti de plusieurs mois de dormance hivernale. Au plus profond d'une tanière creusée sous les racines d'un vieux pin à écorce blanche, une force de la nature s'éveille du sommeil hivernal le plus profond. La forme massive se déplace légèrement, projetant des cascades de terre meubles du plafond de la tanière, tandis que les muscles, restés inactifs pendant 6 mois, commencent à réagir aux signaux d'un cerveau émergeant lentement de la profonde inconscience de l'hibernation. C'est la résurrection du grizzly, l'un des spectacles les plus magnifiques et potentiellement dangereux du printemps. L'émergence du grizzly mâle adulte de sa tanière hivernale est un processus qui s'étend sur plusieurs jours, son corps et son esprit s'adaptant progressivement à la conscience après des mois de sommeil quasi mortel. Avec près de 360 kilos, il représente l'un des plus grands prédateurs terrestres d'Amérique du Nord, mais l'hiver a fait des ravages. Sa silhouette imposante a perdu près de 30% de son poids d'avant l'hibernation, sa masse musculaire a diminué tandis que ses réserves de graisse ont été systématiquement métabolisées pour maintenir ses fonctions vitales pendant son long sommeil. Les odeurs qui accueillent sa conscience qui s'éveille racontent l'arrivée du printemps. Par l'entrée de la tanière, encore partiellement obstruée par la neige, s'échappe l'arôme caractéristique de la terre qui se réchauffe, de l'eau courante et des premières pousses de végétation. Son odorat, 20 fois plus sensible que celui d'un humain, même émoussé par des mois d'inactivité, commence à répertorier les changements survenus durant son absence du monde éveillé. Le monde qui l'accueille est bien différent de celui qu'il a quitté en novembre. La neige recouvre encore une grande partie du paysage, mais des plaques de terre brune transparaissent dans les zones exposées au soleil, et le bruit de l'eau qui coule constitue un chœur constant. Le ruisseau, gelé lorsqu'il est entré en hibernation, coule maintenant avec urgence, ses rives bordées de saules laissant apparaître les premiers bourgeons verts. Sa priorité absolue est l'eau. Des mois sans boire l'ont laissé modérément déshydraté et son corps réclame le simple plaisir de l'eau fraîche et propre de la montagne. Il se dirige vers le ruisseau d'une démarche ondulante qui semble presque nonchalante, mais qui parcourt le terrain avec une rapidité surprenante. Chaque pas témoigne de l'équilibre délicat entre puissance et maîtrise qui fait des grizzlies des prédateurs si redoutables malgré leur apparence lourde. Au bord du ruisseau, il boit abondamment, sa large langue lapant l'eau avec une satisfaction évidente. Le liquide froid réveille son organisme et, pour la première fois depuis sa sortie, il paraît véritablement alerte et conscient de son environnement. Ses oreilles, petites et arrondies comparées à sa tête massive, pivotent constamment, à l'affût des menaces et des opportunités potentielles. La faim succède à la soif, mais la recherche de nourriture au printemps présente des défis inconnus en période d'abondance automnale. Les graminées et les carex, qui fourniront l'essentiel de leur nourriture plus tard dans la saison, commencent à peine à émerger de l'emprise de l'hiver. La charogne, source de nourriture toujours importante pour les ours, devient cruciale pendant les semaines de disette qui suivent leur apparition. Son odorat puissant le pousse à explorer chaque piste olfactive susceptible de révéler la présence d'animaux tués par l'hiver. Ses recherches le mènent au fond de la vallée, où l'épaisseur de neige a diminué avec les récentes chaleurs. C'est là qu'il découvre les premiers signes des victimes de l'hiver. Les restes d'élan et de cerfs ayant succombé aux conditions difficiles ou à la prédation durant ces mois de sommeil. Ses puissantes mâchoires et ses dents sont parfaitement adaptées au traitement des charognes, capables de broyer des os qui défieraient la plupart des autres prédateurs.
Le processus d'alimentation est minutieux et méthodique. Les grizzlies sont omnivores et ont un goût prononcé pour les aliments. Et rien de comestible n'est gaspillé pendant la période de disette printanière. Ces puissantes griffes, chacune plus longue qu'un doigt humain et soutenues par d'énormes muscles épauliers, peuvent déchirer la peau et la chair gelée avec aisance. Le profil concave caractéristique des grizzlies offre de l'espace aux mâchoires massives qui génèrent une puissance de broyage supérieure à celle de prédateurs bien plus grands. Lorsqu'il se nourrit, son comportement témoigne de la vigilance qui a permis à son espèce de survivre dans des paysages partagés avec l'activité humaine. Toutes les quelques minutes, il lève la tête pour scruter les environs, les narines dilatées à l'affût de menaces imminentes. Les grizzlies, malgré leur réputation redoutable, sont des animaux naturellement méfiants qui préfèrent éviter la confrontation autant que possible. Leur agressivité ne se manifeste généralement que lorsqu'ils sont surpris, défendent leur source de nourriture ou protègent leurs petits. Sa conscience territoriale s'intensifie à mesure qu'il rencontre les traces olfactives laissées par d'autres ours pendant l'hiver. Le parc abrite une population de plusieurs dizaines de grizzlies et leur territoire se chevauche souvent dans les zones riches en nourriture. L'émergence printanière déclenche une période de négociation sociale, où les ours rétablissent les hiérarchies de dominance et les frontières territoriales qui ont pu être modifiées pendant les mois d'hiver. Après plusieurs heures de repas, il démontre un autre aspect crucial du comportement du grizzly, la période de repos de l'après-midi. Contrairement aux idées reçues sur une activité constante, les grizzlies passent une grande partie de leur journée à se reposer, conservant ainsi leur énergie pour la recherche intensive de nourriture nécessaire à la reconstitution de leurs conditions physiques perdues pendant l'hibernation. Il choisit un lit de jour dans une dépression ensoleillée, protégée par la végétation environnante, créant ainsi une dépression importante dans la terre qui se réchauffe. Son repos n'est pas un véritable sommeil, mais plutôt un état de conscience détendu, ses sens restant attentifs à son environnement tandis que son corps assimile le repas copieux qu'il a ingéré. Cette période de digestion et de conservation de l'énergie est cruciale pour les ours qui sortent d'hibernation, leur système digestif retrouvant progressivement son plein fonctionnement après des mois de dormance. Alors que l'après-midi s'approche du soir, il reprend son errance, suivant des pistes olfactives et explorant des sources potentielles de nourriture avec une détermination sans faille. Son itinéraire le conduit sur un terrain qui révèle le pouvoir du printemps de remodeler le paysage. Des débris d'avalanche bloquent des voies de déplacement familières, tandis que de nouveaux ruisseaux creusent des chenaux à travers des zones qui étaient encore solides quelques semaines plus tôt. La capacité d'adaptation du grizzly se manifeste à mesure qu'il s'adapte à ces conditions changeantes. Sa carrure puissante et ses larges pattes lui permettent de traverser des terrains qui défieraient des prédateurs plus petits, tandis que son intelligence lui permet d'évaluer rapidement de nouveaux itinéraires et opportunités. Cette combinaison de capacités physiques et de flexibilité cognitive lui a permis de prospérer dans des environnements aussi variés que les rivières à saumon côtières ou les prairies alpines. Le long du ruisseau McDonald, où la glace hivernale s'est retirée pour révéler des bassins d'eau cristalline reflétant les sommets environnants, une silhouette élancée glisse dans le courant avec une grâce fluide qui semble défier les lois de la physique. La loutre de rivière fait surface près d'un tronc d'arbre partiellement submergé, ses moustaches frémissant tandis qu'elle observe l'éveil printanier qui s'opère dans son domaine aquatique. Son territoire, qui s'étend sur des kilomètres le long du réseau fluvial, a été transformé par l'arrivée du printemps, passant d'un couloir gelé à une autoroute d'opportunités. L'émergence de la loutre femelle au printemps coïncide avec l'une des adaptations les plus remarquables de son espèce. La naissance synchronisée de petits conçus près d'un an plus tôt. Les loutres de rivière ont recours à l'implantation différée, ce qui leur permet de programmer précisément leur naissance en fonction des conditions environnementales optimales. Ces trois petits, nés dans une tanière creusée dans la berge du ruisseau, représentent l'aboutissement d'une chronologie évolutive qui garantit leur arrivée lorsque les sources de nourriture deviennent abondantes et que la température de l'eau commence à se modérer. Son corps profilé,
parfaitement adapté à la vie aquatique, témoigne d'adaptations quasi miraculeuses. Sa fourrure dense, contenant près d'1 million de poils par centimètre carré, retient l'air si efficacement que sa peau reste parfaitement sèche, même lors de longues chasses sous-marines. Ses pattes palmées font office de nageoires naturelles, tandis que sa queue musclée lui sert à la fois de gouvernail et de système de propulsion, lui permettant d'exécuter des virages et des manœuvres qui mettraient à l'épreuve le sous-marin le plus sophistiqué. À 6 mètres de profondeur, elle repère un banc de truites fardées qui se sont installées dans les eaux peu profondes pour se nourrir d'insectes aquatiques apparus avec le réchauffement printanier. Sa technique de chasse est un chef-d'œuvre de prédation sous-marine. Elle s'approche par en dessous et par derrière, utilisant sa puissante queue pour se propulser, tandis que ses pattes avant restent repliées contre son corps pour réduire la traînée. Sa grande capacité pulmonaire lui permet de rester immergée jusqu'à 4 minutes, ce qui lui laisse amplement le temps de sélectionner et de capturer ses proies. La frappe est rapide et précise. Ses mâchoires s'agrippent à une truite d'1 kilo et ses dents sont parfaitement adaptées à la capture de proies glissantes. Contrairement à de nombreux prédateurs aquatiques qui doivent remonter à la surface immédiatement après avoir capturé leur nourriture, la loutre peut manipuler et positionner sa proie sous l'eau, assurant ainsi une prise solide avant de remonter à la surface. Elle émerge près de la berge du ruisseau, sa proie fermement en main, tandis qu'elle nage vers son lieu de prédilection. Son comportement alimentaire révèle un autre aspect fascinant de l'écologie de la loutre. Elle se positionne sur le dos dans les eaux peu profondes, utilisant sa poitrine comme table à manger, tandis que sa queue puissante la maintient ancrée contre le courant. Son alimentation est méthodique et efficace, commençant par la tête et se poursuivant systématiquement jusqu'à l'ensemble du poisson. Ses dents acérées sont capables de broyer des os et des écailles qui seraient immangeables pour de nombreux autres prédateurs. Une fois son repas terminé, elle adopte une série de comportements qui démontrent pourquoi les loutres sont considérées comme les membres les plus intelligents de la famille des belettes. Elle se roule et se tortille dans l'eau, utilisant le courant et ses propres mouvements pour nettoyer son épaisse fourrure. Ce toilettage n'est pas une simple vanité mais un entretien essentiel des propriétés de rétention d'air qui la maintiennent au chaud dans une eau presque glaciale. La séance de toilettage se transforme en un jeu. Elle glisse sur une berge boueuse jusqu'au ruisseau avec un plaisir évident, puis refait surface avec ce qui semble être un sourire avant de répéter l'opération. Ce comportement ludique a des objectifs importants, au-delà du simple divertissement. La glissade permet de répartir les huiles naturelles dans sa fourrure, tandis que l'activité physique maintient le tonus musculaire essentiel à une chasse efficace. Son territoire comprend plusieurs zones de glissement, polies par des générations de loutres adoptant le même comportement. Ces glissades servent à la fois de voie de transport et de lieu de rassemblement où plusieurs individus peuvent interagir pendant les brèves périodes où leur mode de vie habituellement solitaire se chevauche. Elles servent également de point de marquage olfactif où les loutres laissent des messages chimiques sur leur identité, leur statut reproductif et leurs revendications territoriales. À l'approche de l'après-midi, son instinct maternel la pousse à retourner vers la tanière où ses petits attendent. L'entrée de la tanière, située sous la ligne de flottaison mais donnant sur une chambre remplie d'air au-dessus de la ligne de marée haute, est un dispositif sophistiqué qui protège les petits. Les autoroutes aériennes du parc voient le retour d'un autre prédateur remarquable. Au-dessus des vallées où la fonte des neiges crée des torrents d'eau tumultueuses, les courants thermiques générés par le réchauffement de la Terre transportent l'un des plus magnifiques rapaces d'Amérique du Nord, patrouillant des territoires mesurés en kilomètres carrés plutôt qu'en hectares. À 60 mètres au-dessus des monts Apgar, chevauchant les courants thermiques qui s'élèvent des pentes chauffées par le soleil tels des escaliers mécaniques invisibles, un aigle royal surveille son territoire avec des yeux capables de distinguer les détails à des distances qui défieraient des jumelles puissantes. Ses ailes de 2 mètres d'envergure captent la lumière matinale, chaque plume étant positionnée avec une précision aérodynamique qui lui permet de planer pendant des heures sans un seul battement d'ailes. C'est le royaume du rapace le plus puissant d'Amérique du Nord, où patience et timing parfait se combinent pour créer l'une des machines à tuer les plus efficaces de la nature. La femelle adulte, plus grande et plus puissante que son compagnon, a passé les mois d'hiver à patrouiller des territoires qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres carrés. Les aigles royaux ne sont pas de véritables migrateurs au sens traditionnel du terme.
Ils suivent plutôt les sources de nourriture et les conditions météorologiques favorables à travers de vastes paysages, leurs incroyables capacités de vol leur permettant de parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de conditions de chasse optimales. L'arrivée du printemps offre l'occasion d'établir des territoires de reproduction et de commencer les complexes rituels de parade nuptiale qui détermineront le succès de la reproduction de l'année. Son vol révèle la stratégie de chasse sophistiquée qui fait de l'aigle royal un prédateur de premier plan, malgré le fait qu'il partage le ciel avec d'autres rapaces puissants. Il décrit de larges cercles qui couvrent systématiquement chaque mètre carré de territoire, sa vue remarquable lui permettant de détecter les mouvements de ses proies à plus de 3 km de distance. Ses yeux, proportionnellement plus grands que ceux des humains par rapport à la taille de leur crâne, contiennent près de 5 fois plus de cellules photosensibles, offrant une résolution quasi surnaturelle. En contrebas, le paysage printanier offre de nombreuses opportunités à un prédateur parfaitement adapté pour les exploiter. Les colonies de marmottes sortant d'hibernation dans les prairies alpines constituent des cibles concentrées sur un terrain relativement dégagé. Les écureuils terrestres, actifs toute la journée pour reconstituer leurs réserves d'énergie épuisées par l'hiver, s'exposent en cherchant leur nourriture dans des zones à couvert aérien limité. Plus important encore, les déplacements saisonniers des proies de plus grande taille créent des opportunités de chasse prévisibles dans des endroits où les possibilités de fuite sont limitées. Sa technique de chasse allie patience et action explosive, d'une manière presque contradictoire. Il peut tourner en rond pendant des heures, passant souvent inaperçu auprès des proies situées en contrebas grâce à son altitude et à son vol silencieux. L'aigle royal peut planer à des altitudes dépassant les 3000 mètres, bien au-delà de la portée visuelle de la plupart des proies, tout en conservant la capacité d'identifier et de traquer ses proies individuelles au sol. Lorsqu'elle identifie une proie appropriée, la séquence d'attaque démontre pourquoi les aigles royaux sont considérés comme l'un des prédateurs les plus redoutables d'Amérique du Nord. Son piquet, techniquement appelé stoop, peut atteindre des vitesses dépassant les 240 km/h, transformant l'énergie potentielle acquise grâce à l'altitude en énergie cinétique nécessaire à une attaque mortelle. Ces serres, chacune plus longues et plus puissantes que celles d'un grizzly, sont capables d'exercer une pression écrasante dépassant les 325 kg par cm². Ce matin, son attention se porte sur une colonie de spermophiles du Columbia récemment sortie d'hibernation, sur un versant exposé au sud, où la fonte précoce des neiges a exposé des touffes d'herbe et de carex. Occupés par la tâche urgente de reconstituer leurs conditions physiques perdues pendant leur sommeil hivernal, ces écureuils constituent des cibles idéales pour un prédateur aérien. Leur comportement prévisible et leur possibilité de fuite limitée les rendent vulnérables à la rapidité d'exécution qui caractérise les chasses à l'aigle réussi. Elle ajuste son vol pour s'approcher du soleil levant, utilisant l'éclat pour masquer sa présence jusqu'aux derniers instants de son attaque. Cette conscience tactique témoigne de l'intelligence qui distingue les aigles royaux des autres rapaces. Ils sont capables d'apprendre des chasses ratées, d'adapter leur technique au comportement de leur proie et même de modifier leur stratégie pour tenir compte des changements saisonniers chez les espèces ciblées. L'écureuil sélectionné, un grand mâle concentré sur la recherche de nourriture cachée avant l'arrivée de l'hiver, représente plusieurs kilos de protéines de haute qualité qui lui permettront de survivre pendant plusieurs jours. Les spermophiles, grâce à leur riche teneur en graisse accumulée en prévision de l'hibernation, fournissent une nutrition optimale aux aigles pendant la période énergivore de l'établissement du territoire et de la parade nuptiale. Sa descente commence à une altitude de 900 mètres, les ailes repliées pour réduire la traînée tandis que la gravité propulse sa silhouette massive vers sa vitesse terminale. La physique de sa plongée crée une rencontre prédateur-proie qui se déroule en quelques secondes mais représente l'aboutissement de millions d'années de perfectionnement évolutif. La position de son corps change constamment pendant la descente, de subtils ajustements de la configuration des ailes et de la queue permettant un contrôle parfait malgré des vitesses qui défieraient les avions militaires. À 15 mètres au-dessus de sa cible, elle effectue la transition entre le piqué et l'attaque, déployant ses ailes pour amortir sa chute tandis que ses puissantes pattes s'étendent vers l'avant pour positionner ses serres et maximiser l'impact.
La précision requise pour cette manœuvre est extraordinaire. Elle doit tenir compte du vent, des mouvements de sa proie et du timing précis nécessaire pour réussir une attaque mortelle sans se blesser. L'été arrive dans le parc national des glaciers comme une symphonie. Les températures qui peinaient à atteindre le point de congélation quelques mois plus tôt atteignent maintenant les 70 et 80 degrés, déclenchant une explosion de vie qui doit comprimer une année entière de croissance, de reproduction et de préparation dans la brève fenêtre de conditions favorables qui caractérise les écosystèmes des montagnes du Nord. Les confrontations qui caractérisent l'été sont motivées par l'abondance plutôt que par la pénurie. Mais elles n'en sont pas moins intenses malgré le changement de situation. Les conflits territoriaux sont à leur comble, les animaux se disputant non seulement la nourriture, mais aussi l'accès aux zones privilégiées ou maximiser leur succès reproducteur. Les ongulés mâles se livrent à des batailles spectaculaires pour les droits de reproduction, des combats rendus plus intenses par la condition physique optimale rendue possible par l'abondance du fourrage estival. Les relations prédateur-proie deviennent des réseaux complexes d'opportunités et de vulnérabilité. Les jeunes animaux, nés lors de l'émergence prudente du printemps, s'aventurent désormais en nombre, offrant aux prédateurs de nombreuses opportunités de chasse tout en surpassant leur capacité à exploiter toutes les cibles disponibles. C'est le paradoxe de l'abondance estivale. Tandis que les sources de nourriture deviennent plus abondantes, la compétition pour les ressources les plus précieuses s'intensifie proportionnellement. C'est dans ce contexte de croissance explosive et d'activité intense que les communautés animales estivales atteignent leur apogée annuel. Parmi les plus magnifiques d'entre elles figure une créature dont la maîtrise des environnements de haute altitude en fait un symbole de la nature sauvage à l'état pur. Loin au-dessus de la limite des arbres, là où des pics déchiquetés percent un ciel si bleu qu'il semble artificiel, une créature magnifique évolue sur un terrain qui mettrait au défi les alpinistes les plus expérimentés. Le bélier massif s'arrête sur une corniche à peine assez large pour ses sabots, ses cornes courbées se découpant sur le ciel alpin, tandis qu'il observe un domaine resté pratiquement inchangé depuis que les glaciers ont creusé ces vallées il y a des milliers d'années. Le bélier adulte incarne la puissance brute et la grâce qui ont fait du mouflon d'Amérique une icône des étendues sauvages d'Amérique du Nord. Ses cornes massives, qui ont poussé sans interruption tout au long de ses 12 années de vie, s'enroulent en spirale parfaite, témoignant à la fois de son âge et de sa domination au sein du troupeau célibataire qui partage ces hautes prairies alpines. Chaque corne pèse près de 15 kilos, leur taille et leur symétrie servant à la fois d'armes de combat et de signes d'aptitude génétique déterminant le rang social au sein de la hiérarchie complexe qui régit la société des mouflons d'Amérique. Ces déplacements sur les pentes raides témoignent des remarquables adaptations qui permettent aux mouflons d'Amérique de prospérer sur un terrain où un seul faux pas peut s'avérer fatal. Ces sabots sont des chefs-d'œuvre d'ingénierie évolutive. Leurs bords extérieurs durs assurent l'adhérence sur les surfaces rocheuses, tandis que leurs parties centrales souples et caoutchouteuses épousent les irrégularités de la pierre, invisibles aux yeux non avertis. La conception en deux parties permet un mouvement indépendant de chaque côté, créant un système de crampons d'escalade naturel qui assure la stabilité sur les surfaces proches de la verticale. La routine d'alimentation matinale révèle l'efficacité nécessaire à la survie en haute altitude, où la saison de croissance peut ne durer que 10 semaines. Ils se déplacent systématiquement dans l'alpage, sélectionnant les portions les plus nutritives de graminées et de carex, tout en évitant les plantes déjà en phase de sénescence, signe de la fin prochaine de l'abondance estivale. Son mode de broutage reflète les connaissances accumulées au fil des générations sur les plantes, offrant une nutrition optimale à différents stades de la saison de croissance. Sa carrure imposante, pesant plus de 135 kg, nécessite un apport alimentaire quotidien conséquent pour maintenir sa condition physique en altitude, où les niveaux d'oxygène sont réduits et les dépenses énergétiques considérablement accrues. Le mouflon d'Amérique a développé un cœur et des poumons plus grands pour traiter efficacement l'air raréfié,
son système cardiovasculaire fonctionnant à des niveaux d'efficacité qui mettraient au défi des athlètes humains s'entraînant à des altitudes similaires. La dynamique du troupeau de célibataires, visible tout au long de sa routine matinale, reflète des structures sociales qui ont évolué pour maximiser la survie dans des environnements où la vigilance collective peut faire la différence entre la vie et la mort. Lorsqu'ils se nourrissent, les béliers se positionnent individuellement de manière à offrir des champs de vision superposés, créant ainsi un système de perception collective capable de détecter les menaces venant de toutes les directions. Leur vue, adaptée à la détection à longue distance des prédateurs et des dangers, rivalise avec celle des rapaces par sa capacité à distinguer les détails à des distances extrêmes. Une soudaine alerte envahit le troupeau lorsque leurs yeux perçants détectent un mouvement sur une pente lointaine. Le processus d'évaluation des menaces met en évidence les systèmes sophistiqués de reconnaissance des prédateurs, développés en réponse à des milliers d'années de pression sélective exercée par les pumas, les loups et les grizzlies. Chaque menace potentielle requiert des réponses défensives différentes, et le comportement des béliers indique qu'ils ont identifié le mouvement lointain comme celui d'un aigle royal plutôt que celui d'un prédateur terrestre. Sa réaction à la menace aérienne révèle un autre aspect de l'adaptation du mouflon d'Amérique aux environnements de haute altitude. Si les béliers adultes sont trop grands pour être vulnérables à la prédation des aigles, leur instinct protecteur s'étend aux brebis et aux agneaux qui partagent ces environnements alpins pendant les mois d'été. Le bélier se positionne sur un terrain plus élevé où ses cornes massives et sa présence intimidante servent à la fois d'avertissement à l'aigle et de réconfort aux membres les plus vulnérables du troupeau. La hiérarchie sociale au sein du troupeau de célibataires devient évidente pendant la pause de midi, lorsque les animaux cherchent de l'ombre dans l'abri limité offert par les sapins alpins dispersés. La position au sein des groupes de repos, l'accès à l'ombre la plus agréable et l'espacement entre les individus reflètent des relations de dominance établies au fil d'années de combats rituels et de négociations sociales continues. La position du bélier au centre du groupe indique son statut d'individu dominant, une position qui confère des privilèges, mais implique également des responsabilités pour la sécurité du groupe. Ces activités de l'après-midi se concentrent sur les salines, qui jouent un rôle crucial dans l'écologie du mouflon d'Amérique. Ces gisements minéraux naturels, souvent situés sur des parois rocheuses exposées, fournissent des nutriments essentiels, rares dans la végétation alpine. Le chemin vers la saline nécessite de s'orienter sur un terrain si difficile qu'il semble infranchissable, mais des générations de mouflons ont creusé des pistes distinctes dans la paroi rocheuse, créant des autoroutes invisibles pour les autres espèces, mais clairement balisées pour ceux qui savent les déchiffrer. Le comportement de léchage révèle une connaissance nutritionnelle approfondie qui permet aux mouflons d'Amérique de survivre avec des régimes alimentaires qui seraient inadaptés à des herbivores moins spécialisés. Différents gisements minéraux fournissent des nutriments spécifiques nécessaires à la croissance des cornes, au développement osseux et aux processus métaboliques nécessaires à la survie en haute altitude. Le choix par le bélier de zones particulières au sein du gisement de sel reflète une compréhension de la teneur en minéraux proche du niveau d'un nutritionniste expérimenté. Son repas au point de léchage est interrompu par l'arrivée d'un jeune bélier dont l'approche représente un défi à la hiérarchie établie. La confrontation qui s'ensuit démontre pourquoi les mouflons d'Amérique ont développé les cornes massives qui définissent leur apparence. Le défi commence par des postures et des démonstrations de menaces destinées à résoudre les conflits sans combat réel, mais l'obstination du jeune bélier transforme la confrontation en véritable violence. Le choc, lorsqu'il survient, produit un bruit semblable à celui du tonnerre, résonnant sur les sommets environnants. Les deux béliers s'éloignent l'un de l'autre, baissent la tête et chargent à une vitesse qui semble impossible compte tenu du terrain et de leur masse imposante. L'impact de leurs cornes génère des forces qui provoqueraient une commotion cérébrale ou la mort de la plupart des mammifères. Cependant, les mouflons d'Amérique ont développé des structures crâniennes et des systèmes de protection cérébrale spécifiques qui leur permettent de survivre à des collisions comparables à celles d'un accident de voiture. Le combat se poursuit par plusieurs rounds de charge et d'affrontements, chaque impact résonnant dans le paysage alpin comme des coups de feu. L'expérience du bélier le plus âgé et le développement supérieur de ses cornes s'avèrent finalement décisifs, sa charge finale propulsant son adversaire en arrière sur la pente rocheuse. La retraite du bélier le plus jeune rétablit l'ordre social, mais témoigne également de la pression constante qui maintient une condition physique essentielle à la survie dans ces environnements exigeants.
Victoire confirmée, le bélier dominant retourne à son alimentation comme si la violente rencontre n'était qu'une interruption mineure de sa routine quotidienne. Cette capacité à compartimenter le stress et à retourner immédiatement à ses activités essentielles reflète les adaptations psychologiques nécessaires à la vie dans des environnements où la distraction ou l'hésitation peuvent s'avérer fatales. À mesure que l'après-midi avance vers le soir, il entame un mouvement progressif vers les zones protégées où le troupeau passera la nuit. Ces sites de couchage, sélectionnés pour leurs avantages défensifs et leur protection contre les intempéries, sont le fruit d'une longue expérience sur les zones sûres où le danger peut surgir simultanément de plusieurs directions. Sa dernière activité de la journée consiste à se toiletter pour préserver l'état de sa magnifique robe. Les rayons ultraviolets intenses de l'été en haute altitude peuvent endommager la fourrure et la peau, tandis que la nature abrasive des surfaces rocheuses exige un entretien constant des sabots et de la corne. Dans les forêts denses où d'imposants conifères créent des espaces dignes d'une cathédrale baignée de soleil, un autre prédateur emblématique se prépare aux défis de la reproduction qui détermineront la contribution de son espèce à la survie de l'espèce cette année. Dans le monde crépusculaire, entre le jour et la nuit, où les ombres créent un paysage de dissimulation et de révélation, une forme fantomatique se déplace dans la forêt subalpine avec une grâce fluide qui semble défier toute détection. Le lynx du Canada s'arrête à l'orée d'une petite clairière, ses pattes surdimensionnées répartissant son poids si efficacement sur le sol forestier qu'il ne laisse pratiquement aucune trace de son passage. L'été offre des conditions de chasse optimales pour ce prédateur spécialisé, dont l'existence entière tourne autour de la poursuite d'une seule espèce de proie. La stratégie de chasse qu'elle emploie démontre pourquoi le lynx est considéré comme l'un des prédateurs les plus efficaces d'Amérique du Nord malgré sa taille relativement petite. Avec ses 18 kilos, il possède la puissance explosive et les réflexes fulgurants nécessaires pour capturer des proies dont la survie dépend entièrement de sa capacité à détecter et à échapper aux prédateurs. Son taux de réussite, supérieur à celui de la plupart des prédateurs, reflète des spécialisations si extrêmes qu'elles ont créé une relation prédateur-proie unique dans les écosystèmes nord-américains. Son territoire, qui s'étend sur près de 35 km² de forêts mixtes et de prairies subalpines, réunit tous les habitats nécessaires à la survie des populations de lièvres d'Amérique qui constituent le fondement de son existence. Les territoires du lynx ne sont pas des frontières arbitraires, mais des zones soigneusement sélectionnées qui offrent des possibilités de chasse optimales tout au long des cycles saisonniers qui régissent la disponibilité des proies. La chasse de ce soir commence par l'observation patiente qui caractérise le comportement de chasse du lynx. Elle se positionne le long d'une piste de lièvre bien fréquentée, son corps immobile, à l'exception de subtils mouvements d'oreilles qui lui permettent de détecter des sons inaudibles pour les chasseurs moins expérimentés. Les lièvres d'Amérique sont des créatures d'habitude, suivant des itinéraires établis entre les aires d'alimentation et les abris avec un timing prévisible que les lynx expérimentés apprennent à exploiter. Son camouflage est si efficace qu'elle devient quasiment invisible dans la forêt. Le motif de sa robe, avec ses taches subtiles et ses couleurs atténuées, brise si complètement sa silhouette que même les observateurs expérimentés ne parviennent souvent pas à détecter sa présence de près. Cette invisibilité naturelle, combinée à sa capacité à rester immobile pendant des heures, crée des occasions d'embuscade auxquelles peu de proies peuvent survivre. Le premier signe d'approche d'une proie se manifeste par son ouïe remarquable plutôt que par sa vue. Les sons subtils des mouvements du lièvre filtrés par le sous-bois, l'alerte d'une opportunité se profilant le long d'un réseau de sentiers parallèles. Sa réaction illustre la rapidité de décision qui distingue les prédateurs performants de ceux qui échouent dans un environnement compétitif. Elle abandonne sa position actuelle et se déplace à travers la forêt telle une ombre liquide. Ses mouvements si fluides qu'ils semblent chorégraphiés. Le lynx possède une capacité quasi surnaturelle à se déplacer à travers une végétation dense, sans déranger une seule branche ni une seule feuille, son passage n'étant marqué que par la plus légère compression de la litière forestière sous ses pattes massives. Sa nouvelle position offre un angle d'attaque optimal pour la technique de chasse qui a fait du lynx une légende parmi les prédateurs. Plutôt que de poursuivre sa proie au cours de longues poursuites,
le lynx mise sur des pointes de vitesse explosives lui permettant de parcourir 12 mètres en moins de 3 secondes. Cette stratégie d'embuscade minimise la dépense énergétique tout en maximisant les chances de succès, facteurs essentiels pour les prédateurs dont les espèces proies connaissent des fluctuations démographiques importantes. Le lièvre d'Amérique qui émerge dans la petite clairière représente l'aboutissement d'heures de chasse patiente. L'animal se déplace avec l'énergie nerveuse caractéristique des proies, s'arrêtant fréquemment pour tester les courants d'air et scruter les menaces. Ses larges pattes postérieures, adaptées à la marche sur la neige, lui confèrent à la vitesse et l'agilité qui lui ont permis de survivre dans des paysages dominés par des prédateurs spécialisés. La distance entre le prédateur et sa proie se réduit à 5,5 mètres avant que le lynx ne révèle sa présence. Son attaque éclate de sa cachette avec une violence qui semble impossible pour un prédateur aussi compact. Le cri d'alarme du lièvre perce le silence de la forêt tandis qu'il tente une fuite qui réussirait contre la plupart des prédateurs. Mais le lynx a évolué spécifiquement pour contrer toutes les manœuvres d'évitement du répertoire du lièvre. La poursuite ne dure que quelques secondes, mais se déroule avec une intensité qui semble ralentir le temps. L'automne arrive dans le parc national des glaciers, non pas comme le doux déclin de l'été, mais comme l'examen final de la nature, une saison qui sépare les préparés des désespérés avec une efficacité impitoyable. C'est une saison définie par l'urgence et les conséquences, où chaque décision porte le poids de la survie pendant les mois difficiles à venir. Les confrontations qui caractérisent l'automne diffèrent fondamentalement des disputes territoriales du printemps ou des compétitions de reproduction de l'été. Aujourd'hui, la lutte est contre le temps, tandis que les animaux se démènent pour accumuler leurs réserves de graisse, cacher leurs réserves de nourriture et établir les abris qui détermineront leur survie durant les mois difficiles à venir. L'alimentation devient frénétique, presque désespérée, car les créatures qui ont passé l'abondance de l'été à chercher tranquillement de la nourriture doivent maintenant maximiser chaque calorie obtenue. Les couloirs de migration, restés calmes tout l'été, vibrent désormais d'activité tandis que les espèces entament leurs anciens voyages vers leurs aires d'hivernage. Le parc devient une étape cruciale pour les créatures parcourant des centaines, voire des milliers de kilomètres, leur rythme étant synchronisé avec les signaux célestes qui ont guidé leurs ancêtres pendant des millénaires. Le succès ou l'échec de ces migrations déterminera les effectifs des populations pour les années à venir, faisant résonner les défis de l'automne bien au-delà de l'hiver prochain. C'est dans ce contexte de préparation et de transformation que les communautés animales de l'automne sont confrontées à leur ultime épreuve d'adaptation. Parmi les adaptations saisonnières les plus remarquables figure la préparation entreprise par l'un des ingénieurs les plus assidus d'Amérique du Nord, alors qu'il s'empresse d'achever des projets de construction qui détermineront la survie de sa famille pendant les mois de gel à venir. Le long du ruisseau Beaver, où le doux courant de l'été a creusé des chenaux à travers des prairies désormais brunes de carex dormants, un claquement de queue caractéristique résonne à la surface de l'eau tel un coup de feu. Ce son est à la fois un avertissement et une détermination lorsqu'un castor massif fait surface près d'un barrage inachevé, son éthique de travail étant guidée par son instinct qui voit l'approche de l'automne comme l'ultime échéance naturelle pour les préparatifs hivernaux. Les activités automnales du castor mâle adulte constituent l'un des exemples les plus impressionnants de préparation saisonnière. Un projet de construction qui défierait les ingénieurs humains équipés de machines modernes. Avec ses 30 kilos, il compte parmi les plus gros rongeurs d'Amérique du Nord, son corps étant parfaitement adapté à la vie aquatique et au travail physique exigeant qui définit la stratégie de survie de son espèce. Sa large queue écailleuse lui sert de gouvernail, de support et de moyen de communication, tandis que ses puissantes pattes arrière, palmées comme celles d'un canard, lui permettent de se propulser dans une eau de plus en plus froide.
Son chantier révèle l'ampleur de l'ingénierie des castors dans ses aspects les plus ambitieux. Le barrage, commencé au début de l'été, lorsque les niveaux d'eau étaient prévisibles, s'étend désormais sur près de 30 mètres dans la vallée du ruisseau. La complexité de la structure défie toute description simple. Un mélange minutieusement conçu de rondins, de branches, de pierres et de boue crée une barrière capable de résister aux crues printanières tout en maintenant des niveaux d'eau précis tout au long des mois d'hiver. Sa journée de travail commence avant l'aube, lorsque l'obscurité précoce de l'automne le protège des prédateurs et que l'air vif rend le travail physique plus supportable que sous le soleil brûlant de l'été. Sa première tâche consiste à inspecter l'intégrité du barrage, ses pattes sensibles détectant tout changement de pression de l'eau ou de stabilité structurelle survenue pendant la nuit. Les castors possèdent une capacité quasi surnaturelle à détecter les irrégularités du débit d'eau, réagissant à des fuites ou des faiblesses invisibles pour d'autres espèces. L'inspection de ce matin révèle un problème majeur. Les fortes pluies récentes ont fragilisé une partie des fondations du barrage, créant une fuite menaçant de vider l'étang, dont le niveau d'eau stable est essentiel à la survie hivernale. Sa technique d'abattage est le fruit de millions d'années de perfectionnement évolutif. Ses incisives, qui poussent continuellement tout au long de sa vie, conservent un tranchant remarquable grâce à une utilisation constante contre le bois et l'écorce. La coupe en sablier caractéristique du travail du castor n'est pas accidentelle mais constitue plutôt la méthode la plus efficace pour diriger la chute d'un arbre tout en minimisant la dépense énergétique. Il peut abattre un tremble de 15 cm de diamètre en moins de 15 minutes, grâce à la puissance de ses mâchoires qui exercent une pression qui lui permet d'abattre rapidement même les essences de bois dur. L'implication de sa famille dans le projet de construction témoigne de la coopération sociale qui contribue au succès des colonies de castors. Sa partenaire et ses 2 jeunes, nés au printemps précédent, participent à la collecte et au placement des matériaux sous sa direction. Les jeunes castors, qui approchent maintenant de leur taille adulte, apprennent les techniques de construction qui leur seront nécessaires pour établir leur propre territoire au cours de la prochaine année. La construction du lodge représente l'aboutissement de la sophistication de l'ingénierie des castors. Construit avec les mêmes matériaux que le barrage, mais conçu pour des usages totalement différents, le lodge doit assurer une isolation thermique, une protection contre les prédateurs et un accès sous-marin, tout en restant structurellement solide pendant les cycles de gel-dégel hivernaux. La chambre intérieure, tapissée d'herbes sèches et de copeaux de bois, maintiendra des températures bien au-dessus de 0, même lorsque la température extérieure descendra à -30. Le stockage de nourriture révèle un autre aspect crucial des préparatifs automnaux des castors. Les relevés météorologiques montrent que le parc national des glaciers peut passer des températures douces de l'automne au froid hivernal mortel en quelques jours, Leur survie témoignera de la puissance de l'instinct, de l'adaptation et de la volonté inébranlable de persister dans un monde où seuls les plus préparés survivent à la domination absolue de l'hiver. Dans la nature sauvage et préservée du parc national des glaciers, l'empreinte humaine est de plus en plus visible. Ces dernières années, le parc a connu une augmentation spectaculaire du nombre de visiteurs, attirés par ses sommets imposants, ses lacs glaciaires et ses vastes prairies alpines. Si cet essor touristique apporte des bénéfices économiques à l'État et soutient le financement de la conservation, il a également un coût écologique important. La construction de nouvelles routes et de nouveaux sentiers pour accueillir des foules croissantes contribue à la destruction continue des habitats naturels. Lorsque les visiteurs s'aventurent au-delà des sentiers et des campings désignés, les écosystèmes fragiles sont perturbés. La présence humaine perturbe non seulement la vie des animaux indigènes, mais représente également des risques pour les visiteurs eux-mêmes. La pollution aggrave la situation. Des lacs et des ruisseaux autrefois limpides sont désormais contaminés par les déchets et détritus humains, menaçant la vie aquatique et la qualité de l'eau. Ces dernières années,
Les efforts d'exploration pétrolière et gazière sur les terres de la réserve ont suscité de nouvelles inquiétudes. Les scientifiques mettent en garde contre les conséquences environnementales potentielles telles que la contamination chimique, la perte d'habitat et la perturbation des corridors fauniques. De l'expansion des réseaux de sentiers aux forces plus vastes du développement industriel, le parc national des glaciers se trouve à la croisée des chemins. Les choix faits aujourd'hui façonneront non seulement l'avenir de ces paysages et de ces espèces, mais aussi l'héritage qu'il laissera aux générations futures. Fasciné par l'incroyable faune du parc national des glaciers? Montrez votre amour en donnant un coup de pouce à cette vidéo et en nous disant quel est votre animal préféré dans les commentaires. En partageant cette vidéo, vous contribuez à sensibiliser et à soutenir les efforts visant à protéger cet incroyable écosystème. Et n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône en forme de cloche pour ne jamais manquer une aventure sauvage dans un autre coin à couper le souffle de la planète.